CRTV News, nothing but the news. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast this Friday, 7th of August 2020. Good afternoon, Martine Wendengue. Bonsoir, Diane Gassa. Vous avez les titres du journal. International Day of the World's Indigenous Peoples will be observed on Sunday, 9th of August under the theme COVID-19 and Indigenous Peoples Resilience. Prior to the events, the Ministry of Social Affairs is organizing a series of activities in connection with the day. And our guest this Friday is Professor Tina Fongot, a Director of the Department for the Coordination of Academic Activities at the Ministry of Higher Education. She will be talking about the entire procedure of obtaining the equivalence of a diploma to be used abroad. And on our feature page this Friday, we will be traveling to some rural localities in the south region of the country to find out how children are spending their time during the long holiday in spite of the COVID-19 pandemic. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. La semaine d'activité marquant la commémoration de la 26e édition de la Journée internationale des populations autochtones tire à sa fin. Pas de célébration dimanche le 9 août pour le Cameroun qui en est à sa 12e. Un accent est donc mis sur la réflexion, les perspectives d'une plus grande amélioration de la réalisation des programmes et projets de cette frange vulnérable de la population. Il se tient en ce moment au Hilton Hotel de Yaoundé la 7e session du comité intersectoriel y relatif. Le ministère de la Santé publique et les organisations internationales partenaires participent aux travaux qui devront aboutir à la mise sur pied d'une boussole des activités à mener, activités placées sous la présidence de Pauline Irène Nguéné, ministre des Affaires sociales. Nous y reviendrons. L'Observatoire national sur les changements climatiques tenait récemment une session extraordinaire de son conseil d'administration à Yaoundé. Les travaux présidés par Eno Peter Ayouk, président du dit conseil, étaient l'occasion d'adopter le nouvel organigramme et de revoir le statut du personnel de cette institution. Je vous propose d'écouter le professeur Joseph Amgou, directeur de l'ONAC, dans cet extrait sélectionné par Gaëtan Tianga. Il s'est avéré utile et nécessaire de réorganiser sur le plan structurel de l'Observatoire. C'est dans ce sens qu'un projet d'organigramme a été élaboré par les responsables de l'ONAC. Et ce projet d'organigramme est soumis aujourd'hui à l'appréciation des membres du conseil d'administration qui doivent l'analyser, améliorer et valider. Le deuxième aspect est que la réorganisation faite par le chef de l'État implique une revue du statut du personnel de notre institution. Et nous mettons à présent le cap sur le littoral, l'hôpital La Quintini de Douala, l'un des hôpitaux, l'un des centres de prise en charge des malades du Covid-19 au Cameroun, a procédé à sa deuxième phase de désinfection hier. Une opération qui vise à rassurer les populations sur les dispositions pour éviter la propagation du virus au sein de cette institution hospitalière. Christ Patricia Louluga nous en dit plus depuis Douala. Éviter la propagation du coronavirus en milieu hospitalier est une priorité ici à l'hôpital La Quintini de Douala, l'un des centres de prise en charge des malades du Covid-19. Toute l'enceinte de la formation hospitalière a été désinfectée. Le directeur par intérim de l'hôpital La Quintini
Le professeur Noël Essomba rassure les patients quant à l'isolement du pavillon de prise en charge des malades du Covid-19. Bien que la pandémie perdure, à ce jour, la demande en tests au coronavirus est décroissante. En termes de statistiques, je voudrais partager avec vous la joie de voir la file active se réduire au fur et à mesure que nous avançons. C'est un bon signe, c'est ce qui montre que la politique mise en place par le gouvernement porte des fruits. La pandémie semble être maîtrisée malgré quelques difficultés. Je voudrais vous rassurer que la maîtrise de cette pandémie, la maîtrise de la prise en charge acquise par nos différents praticiens et nous avons de moins en moins de problèmes liés à cette prise en charge. Covid-19, la menace demeure, mais l'espoir est permis. Nous allons dans la région du Nord où l'association des femmes conseillères municipales vient de faire un don aux populations de Guidère. Et pour en savoir plus, nous prenons attache avec notre correspondant permanent de CRTV Nord, Clavès Pascal Ndanga et Tagawa. C'est un don constitué de cartons de savon, d'huile, d'eau de javel et de masques que les femmes conseillères municipales du Nord ont remis à la prison principale de Guidère. Pour elles, leur choix n'est pas un fait du hasard. Notre cible, c'est la prison. Et à l'intérieur, c'est les femmes et les mineurs. Parce qu'on connaît les problèmes des femmes, les difficultés qu'elles reçoivent là-bas. Et les mineurs aussi, on voudrait vraiment qu'ils aient une bonne moralité pour sortir de là. La prison principale de Guidère compte aujourd'hui 287 pensionnaires, dont 2 femmes et 7 mineurs. Tous ont dit merci au réseau des femmes conseillères municipales et le régisseur de cette maison d'arrêt a salué ce geste. C'est les dons qui vont encore leur donner l'espoir de vivre, de penser qu'on ne les a pas oubliés, voilà, et de penser eux-mêmes à une réinsertion, c'est-à-dire sociale. Donc ce n'est qu'une satisfaction pour moi et je crois pour tous les détenus. C'est aussi l'occasion pour lui d'inviter les élites et autres associations à emboîter le pas au réseau des femmes conseillères municipales du Nord pour barrer la voie au Covid-19. Thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. The 7th session of the Intersectorial Monitoring Committee for Programs and Projects Involving Vulnerable Indigenous Peoples in Cameroon is underway at the Hilton Hotel here in Yaoundé. Committee members are assessing actions realized by all social actors in favor of indigenous peoples in the fight against COVID-19. The workshop, which is holding in a prelude to the International Day of Indigenous Peoples to be commemorated on August 9, is being chaired by the Minister of Social Affairs, Pauline Irene Guéné. We'll be giving you details of the story in our subsequent newscast. And talking about COVID-19, we move over to the North region where inmates of the Guidère prison in Mayo-Luti division in that part of the country have benefited from a donation of COVID-19 material. The donation was a gesture from female councillors in the region, and the gifts were handed over, during which the inmates were reminded of the importance of strictly respecting COVID-19 barrier measures. Details in the following report with Cynthia G. The gifts donated to over 290 inmates in the Guidère prisons comprise cartons of soap, face masks, bags of rice, amongst other items. The prison superintendent expressed gratitude to the female councillors, saying their gifts will help stop the spread of the coronavirus in the penitentiary milieu. I'm very grateful. I'm very glad for the coming of councillors in our prison. I hope that what they are bringing to the prisoner will help them. While handing the gifts, the coordinator of the Association of Female Councillors, Majili Odette, called on the inmates to make good use of the materials at their disposal.
the donation caravans of the female councillors that has been touring different towns of the region will make its next stop in the Mayore. And in the South region, inhabitants of Biwong Bulu subdivision in the South region have been ignoring the respect of COVID-19 barrier measures. The mayor of Biwong Bulu, Samuel Ebiandongo, has urged his people to make good use of the COVID-19 preventive materials donated by Romeo Enam, a prominent son of that locality. Pontianus Lawong was part of the event and now reports. The respect of anti-COVID-19 measures, especially the wearing of face masks and the regular washing of hands, are increasingly not taken seriously in Biwong Bulu subdivision, and the municipal council has been worried about the situation. The mayor, Samuel Ebiandongo, has since the outbreak of the pandemic called on all to put hands on deck to bar the way to COVID-19, a call that has been heeded to by a son of the soil and business magnate, Romeo Enam. He has donated protective materials, namely 3,000 cubes of laundry soap, 1,250 face masks, 5,000 containers of hydroalcoholic gel, buckets and so on to help combat the pandemic. Romeo Enam has challenged the population to use the gifts effectively, warning that the killer virus is still alive and capable of snatching lives even in the remotest of the close to 50 villages that make up Biwong Bulu subdivision. Present at the ceremony was the senior divisional officer from Villa, Siliak Marim Vogo, who lauded the initiative and exhorted other persons of goodwill to copy the example, while instructing municipal, administrative, traditional and religious authorities to work towards the strict respect of COVID-19 barrier measures as prescribed by government. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast, and we'll be talking with our guests now. But now we're talking about yesterday, over 1,000 files have been examined by members of the National Commission for the Evaluation of Courses Offered Abroad. The National Equivalence Commission was meeting yesterday, like I said, for the 96th and 97th Ordinary Session, presided over by the Secretary General of the Ministry of Higher Education, Professor Wilfried Gabsa. And I was announcing at the start of this newscast that our guest this afternoon is Professor Tina Fongot. Good afternoon, ma'am, and welcome. Thank you very much. Good afternoon. We're talking about this National Commission of the National Equivalence Commission. You were meeting yesterday. Yes. How was it? How were the works yesterday? Okay. Before the meeting yesterday, we had actually gone through 3 subcommissions. And before then, we had files of close to 1,300 students, users, who were asking for equivalence for their certificates, foreign certificates. Okay, the whole process, how does it go? The user has to fill a form. He has to provide a lot of information, including where he studied, the diploma that either is a bachelor's degree or master's degree or PhD. And then he has to provide his birth certificate. Which is very important because the information that we have to put on his equivalence has to carry his birth certificate. And then, of course, for those who studied abroad, we need some proof to show that they actually studied abroad. So what's the kind of proof? What kind of proof do you require? Like a visa, like some bills that you paid for your hostels abroad, like residence permit. Yeah, those kind of documents to actually show that you studied abroad. And of course, the school that you studied, where you studied, because it's very important. Not all schools are recognized, just institutions are recognized. Same thing here in Cameroon. If you don't have the authorization from the Ministry of Higher Education to run a school, then if you come with a certificate from that school, we're not going to recognize. Definitely. Now, you've been working for some time now, and yesterday you worked on over 1,000 files. I'm sure you went through some issues. What are some of the issues that are coming up and that you've noticed? Yes, going through the files, because we present all the files that we think are that are complete and are supposed to be presented at the commission, the National Commission. And
about 20 of the files were rejected. And I will tell you why those files were rejected. Some of the files were rejected because some of the courses were done online and they didn't have authorization for that. Or MINESUP does not recognize that such studies to be, could be done online. We're not saying that online studies are not authorized. Some are authorized, but you have to have, like, in Cameroon, for example, like the British Council handles some of some kind of examinations and some kind of courses. So we have to recognize, it has to be recognized by the Ministry of Higher Education. And then for others, they didn't respect the norms of coming out with a certificate, of being awarded a certificate. And there were also some rejected. Why were they rejected? So you had many that were rejected for about 20. About 20. So it was not really a bad situation. Now we know many people have been complaining that they come with their certificates and they want the equivalence, but it's very hard to go through the commission. What exactly is the problem? I think information is what we say. Information is power. I think people don't really have the right information because they come and meet the wrong people, and these wrong people misguide them. If they come to the Ministry of Higher Education, 13th floor, room 1350, they will get all the information that they have to get. The forms are available there, or you can get the forms from our website, and you need to fill the forms. There's actually, if you look at below the forms, there's a checklist that you have to present to us. And if you don't present all of those documents, honestly, it's incomplete, and so we cannot treat your file. So that's one thing. As you said, information is really important in this whole issue of equivalence. If I'm not People have the wrong. Okay, if I'm not mistaken, if I'm not wrong, the commission meets 3 times a year. And 4 times. 4 times a year. And now many Cameroonians who want their certificates to have an equivalent say you guys have many documents, many files. 4 times a year, is it enough to take care of all the files you have? Yeah, I think so. 4 times. Although we'll probably want to be times a year, but due to budgetary constraints, it's also an issue that we have to, because you know that when we have the commission, we invite partner ministries, experts from partner ministries, and you know what it means to take care of these experts that are coming in. Thank you so much for coming, ma'am. But quickly, before you go, you need to remind all our viewers what they need to know as far as meeting the commission. We know they have to get to the 13th floor at the Ministry of Higher Education. Higher Education, yes. Room 1350, to get all the information about the equivalence, about getting an equivalence from the Ministry of Higher Education. Thank you so much. I just remind our viewers that you're Professor Tina Fongo, Director of the Department for the Coordination of Academic Activities at the Ministry of Higher Education. Thank you very much. Et la suite du journal avec la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté qui commémore ce mois le 75e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Cette organisation a réuni à Yaoundé hier les acteurs nationaux autour du processus de ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires par le Cameroun. Sur la portée de cette initiative, je vous propose d'écouter la coordinatrice du programme de désarmement à la Ligue, Amel Ndongo Tchafa, qui est interviewé par Étienne Pascal Azegu. Il s'agit d'un atelier de commémoration des 75 ans de la catastrophe d'Hiroshima et de Nagasaki. Ça fait 75 ans effectivement que les bombes atomiques ont été larguées dans ces 2 villes. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons encore des gens qui en paient le lourd tribut. Et c'est surtout l'espace pour nous de continuer le plaidoyer à l'endroit de notre gouvernement afin qu'il puisse ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté en 2017. Parce qu'à l'heure actuelle déjà, il faut 50 ratifications pour que le traité puisse entrer en vigueur. Et à l'heure actuelle, nous en sommes à 40. Donc il est plus qu'urgent pour que le Cameroun, qui a donné son feu vert pour l'adoption en 2017, ratifie. Un
Un gang de présumés malfrats spécialisés dans le vol des engins lourds mis hors d'état de nuit par les éléments de la gendarmerie nationale. Ils ont été présentés à la presse hier après le vol d'un engin de type Caterpillar à une société chinoise à Baganté dans la région de l'Ouest. Plus de détails avec Pierre Evembe. Cet engin de type Caterpillar d'une valeur de près de 300 millions trône fièrement sur la cour de la première région de gendarmerie. Mais ce qui intrigue, c'est comment cela est arrivé là. Il a été dérobé à Baganté à l'ouest à une société chinoise en charge des travaux de réhabilitation d'une bretelle de la route de l'ouest. Mais c'était le coup de trop. Nous avons été saisis par le commandant de compagnie de gendarmerie de Baganté qui nous informait de ce qu'un engin a été volé à la société chinoise chargée du tronçon routier Baganté-Bafoussam. Nous avons intercepté l'engin à la hauteur d'un Komotou, juste avant la traversée du pesage routier. Ce qui intrigue davantage, ce sont les très vrais faux documents de vente et de dédouanement au port de Douala de cet engin. Il a fallu aux Pandores d'aller chercher dans leur formation de fin limier pour mettre en déroute ces suspects spécialisés dans le vol des engins, même ceux stationnés sur les routes. C'est un vol d'un tout autre genre qui mérite d'être porté à l'attention du grand public. La toile de la gendarmerie nationale est résolument étendue et nous travaillons au quotidien pour traquer les malfaiteurs de tous bords sur la route. La taille et le gabarit ne sont plus un obstacle au vol de ces gros porteurs que les usagers voient tous les jours. Mais la gendarmerie est là. Elle est bien là, la gendarmerie, au service des populations. Pierre Evembe. Le nouveau secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture a été installé dans ses fonctions ce jeudi par le ministre Bidungpat. M. Saminding a entre autres défis la réalisation des études archéologiques des sites d'esclavage de Bimbia ou encore la finalisation de la mise sur pied de l'ensemble national des archives et du musée national. Et remplace à ce poste Mouta Ousmane Mey, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Compte rendu de cette cérémonie d'installation avec Barbara Badjama. 8 ans après, le fauteuil du secrétaire général change de locataire. Samding est la nouvelle figure affectée à cette place à présent. Natif de Mokolo, dans la région de l'extrême nord, le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture a 44 ans et occupait le poste de délégué régional du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour l'extrême nord. Il s'y connaît en déontologie administrative. On se donne beaucoup plus au travail parce que je suis en train de quitter d'un domaine à un autre domaine. Il est appelé sur un chantier qui convoque une imagination créatrice pour le rayonnement des activités de ce ministère des Arts. La ponctualité et l'assiduité au travail, la célérité dans le traitement des dossiers, le respect de l'obligation de réserve, le respect de l'éthique professionnelle. M. Samding remplace à ce poste Mouta Ousmane Mey, admis à faire valoir ses droits à la retraite. And some diplomacy in this newscast now. The new United Nations resident representative of the United Nations High Commission for Refugees has presented his letter of credence to the Minister of External Relations. Olivier Bier presented his document this morning to Minister Lejeune Mbela. Charles Ebounet reports. At least 97,000 refugees are in Cameroon, a majority of them from the Central African Republic and Nigeria. Their largest refugee camp is the Minawawu one, found in the far north region of the country. That is the refugee situation that Olivier Bier is inheriting in Cameroon as the resident representative of the United Nations High Commissioner for Refugees. Proud to come into Cameroon as the resident representative of the UNHCR, he was their deputy representative in the Democratic Republic of the Congo. He has a huge experience as a Belgian national, having worked with the organization for several years. He is introduced to the close collaborators of the Minister of External Relations today in a protocol manner in the presence of the Minister, Lejeune Mbela, assisted by the Minister for Islamic Affairs, Adum Gargum, and other senior officials of the Ministry of External Relations. For plus an hour, an audience follows which makes him to have a better mastery of the refugee situation in Cameroon and what the Cameroonian government is doing in particular to better the lives of refugees, especially in the era of COVID-19 and a stressful economic situation imposed by the said crisis.
John Ebongolais, ancien commis de l'État, a entamé ce matin son voyage vers l'éternité. Un culte en la mémoire de l'illustre disparu se déroule en ce moment à la Presbyterian Church à Bastos, à Yaoundé. La levée de corps a eu lieu à la morgue de l'hôpital général un peu plus tôt, en présence de nombreuses personnalités, comme vous pouvez le voir dans ces images. Décédé le 2 juillet dernier à l'âge de 80 ans, John Ebongolais, ancien ministre, gouverneur, préfet, officier de l'Ordre national de la valeur, sera inhumé demain au caveau familial à Maïlouane, à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. Et la suite du journal avec vous, Diane Gassa. Yes, Martin, well, as we announced at the start of this newscast, we are taking our viewers for the feature page today in the South region, precisely in the Mefak village, to notice how children are spending their time during this long period of holiday in spite of the COVID-19, as we hear in the following guide by our guide Clarence Aze. The children are getting into different activities far from cell phones and all the other recreational activities we know in the urban areas. Far away from their schools and classrooms, little children in Mefak, a village situated some 30 kilometers from Abolova, are having fun-filled moments in a setting void of modernism during this holiday period. The youngsters have indulged in different activities ranging from fishing, farming, animal rearing, and so on. Young Ludovic is one of the kids and plays the role of a barber. I shave my siblings with this razor blade because we have no electricity in Mefak. Like him, other children also spend their holiday carrying out other useful activities peculiar to their environment. Early in the morning, I go to the farm, harvest white seed melon, which I will sell to prepare for school. For me, I feed the pigs and wash them every day. That's my main activity during this holiday. For the parents and grandparents, it's simply exciting being with their offspring during this holiday period. These children are of great help to me. They assist in certain house chores and farm work. Their presence warms up the home. At nightfall, most of the parents turn their kitchens into classrooms where they narrate stories to their kids. These round log fires, savoring roasted corn and boiled granite. Et on leur souhaite de profiter encore pendant longtemps de ce retour aux sources. Merci à vous, Clarence Azé. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir regardé cette édition du 12h. Merci d'avoir été là depuis le début de la semaine. Mais merci surtout de rester sur nos antennes. Nos programmes se poursuivent. Diane Gassa et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver lundi lorsqu'il sera 12h. Mais déjà, retrouvez l'équipe du 12h du week-end, Sidoine Monkam et Gladys Assou pour vous accompagner. Bon week-end à tous en compagnie de nos programmes. Diane Gassa, see you on Monday with the same pleasure. With the same pleasure. To have a beautiful weekend ahead. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. CRTV News, ici, toute l'info.